Michel Siroger, Raphaël Jacob, Alexandre Couture-Gagnon, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par Mélanie Joly, qui était visible sur CNN aujourd'hui. Donc, ce ballet diplomatique, ces pressions aux États-Unis se poursuivent, même si on a eu moins de pointes de guerre tarifaire nous arrivant de Washington cette semaine. Ottawa qui lance une campagne publicitaire canadienne contre les tarifs dans les États républicains. On va aller écouter ce que ça a donné, puis on revient ensemble. We will be having huge billboards along the key highways in Florida and Nevada and Georgia, in New Hampshire, Michigan, Ohio, 12 different states. And we know very much that these states are red states. But we're doing that because we think that we need to send a message to the American people for them to understand what's at stake, because this is really going to hurt, their livelihoods and have an impact on their wallets. Donc, des panneaux qui seront un peu partout, entre autres en bordure des autoroutes. Il n'y en aura pas au Texas où vous êtes, Alexandre, mais quand même, est-ce que vous pensez que c'est le genre de mesures qui peuvent être efficaces? Je ne sais pas. L'administration Trump a donné des indications comme quoi il y aurait peut-être de l'aide qui serait offerte aux fermiers parce qu'on sait que les fermiers vont être affectés par ça. L'économie américaine est moins dépendante du commerce international que l'économie canadienne. Puis je pense que les électeurs républicains soutiennent encore beaucoup Trump. La majorité des électeurs aux États-Unis soutient Trump moins qu'auparavant. Il y a plus de gens qui sont non favorables à Trump, mais il reste quand même une grande majorité d'Américains qui soutient le président Trump. Donc, je pense qu'à moins qu'il y ait vraiment une récession ou à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de catastrophique pour l'économie américaine, l'impact sur les électeurs républicains ne sera pas si grand. Raphaël? Tu sais, Catherine, je suis quotidiennement ce qui se passe, ce qui se dit aux États-Unis. J'essaie de maximiser le nombre de sources d'informations possibles. Je vais dans différents États pratiquement sur une base mensuelle. La première fois que j'ai entendu parler de la campagne publicitaire dont on parle présentement, ça a été ce matin quand une recherchiste de Radio-Canada m'en a parlé. OK. Je pense que ça en dit quand même assez long. Il faut toujours rappeler que la perspective canadienne vis-à-vis des États-Unis n'a absolument rien à voir avec la perspective américaine vis-à-vis le Canada. On s'intéresse immensément plus à eux qu'ils ne s'intéressent à nous. Et en termes, avec tout le respect, de pancartes sur des autoroutes clés, écoutez, on parle de combien d'argent exactement? Parce qu'aux dernières nouvelles, dans la dernière campagne qu'on a eue aux États-Unis, dans la campagne nationale pour la présidence, Mme Harris et ses partisans ont injecté quelques 2 milliards de dollars et ça n'a pas suffi pour gagner. Donc, je comprends au niveau de la symbolique, mais en ce qui me concerne, les gens qui vont vraiment être rejoints d'un point de vue d'opinion publique risquent d'être nettement davantage au Canada qu'aux États-Unis. Michel C. C'est tout à fait ça. C'est destiné à l'opinion publique canadienne. Alors qu'on s'en va en campagne. Alors qu'on s'en va en campagne. Si vous voulez que ça ait un effet, c'est pas avec des pancartes sur le bord des autoroutes. Envoyer Doug Ford à CNN, ça a un effet une fois de temps en temps. C'est pas un si gros auditoire que ça. Mais une campagne de médias gratuits, si vous voulez, va avoir beaucoup plus d'effets de ministres canadiens puis de premiers ministres provinciaux, etc., qui vont expliquer la position canadienne, va avoir beaucoup plus d'effets que de mettre des gros panneaux publicitaires qui au fond, Alexandre a raison, actuellement, ça ne fera pas changer l'opinion publique. Mettez ces panneaux-là quand les tarifs seront en vigueur et que les gens verront une différence. Parce qu'il va y avoir une différence, c'est tout à fait vrai. On fera ça à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est marqué Canada dans le coin, hein, ça aurait pu être marqué Parti libéral du Canada. Oui. Parlons-en justement du Parti libéral puis de cette campagne qui va être déclenchée ce dimanche parce que, je le disais d'entrée de jeu, Donald Trump a été plus tranquille pour ce qui est des tarifs cette semaine. Il prépare son 2 avril, sans doute. Et ça, il l'a encore répété. Par contre, le 2 avril, pour lui, je vois chez Dubonnet, Raphaël, oui, c'est vrai que ça, c'est vraiment dans sa tête de préparer le 2 avril. Mais il a quand même parlé de politique canadienne aujourd'hui. Il prend le temps d'en parler quand même, Raphaël. Ça arrive. Et comme Michel se plaît à le répéter, à raison, lorsqu'il a une idée, c'est assez rare qu'il en démarre. On le voit là-dessus aussi. Ça ne rend pas, je le répète à mon tour, l'idée plus sérieuse en premier lieu. Une fois que ça s'est dit, sur la question des tarifs, oui, il y a le 2 avril qui est immensément important parce que non seulement ça touche le Canada, ça touche potentiellement, si évidemment il va de l'avant, tous les pays partenaires commerciaux des États-Unis. Et là, il va y avoir un réel débat absolument fascinant au sein du Parti républicain dont on commence
commence à voir les contours. Alexandre, aussi, comme Michel, je me rabats sur ses propos. Elle a raison de le dire. L'écrasante majorité des électeurs républicains sont encore derrière le président. La question qui va se poser dans quelques semaines, quelques mois, on verra, c'est de savoir s'il y a de l'effritement suite à des impacts potentiellement encore plus prononcés des tarifs et suite à un retrait, là aussi potentiel, des États-Unis, ne serait-ce que graduel, encore une fois, et partiel dans certaines alliances ou institutions comme l'OTAN. Parce que ce qu'on a également appris dans les dernières heures, c'est qu'il y avait de réels plans sur lesquels on était en train de travailler à la Maison-Blanche pour retirer, non pas de façon totale les États-Unis de l'OTAN, mais pour, disons, limiter leur rôle historique. Et là, on risque de replonger dans un débat qu'on n'a littéralement pas eu au sein du Parti républicain depuis l'élection de 1952, où on avait une mouvance beaucoup plus isolationniste, nationaliste, qui était épousée par un sénateur d'époque qui s'appelait Robert Taft, et de l'autre côté, une mouvance beaucoup plus internationaliste, mondialiste, interventionniste, qui était épousée par un certain Dwight Eisenhower. Donc, évidemment, on sait qui a remporté cette manche-là. Ça fait un peu plus d'un demi-siècle qu'il n'y a pas vraiment eu de débat par rapport à l'orientation globale des États-Unis et du Parti républicain sur les questions de commerce, sur les questions de positionnement à l'international. Depuis que M. Trump est arrivé sur le spectre ou sur la scène politique américaine il y a à peu près 10 ans, c'est un débat qu'on a recommencé à avoir et ce débat-là risque de devenir beaucoup plus prononcé, encore une fois, s'il va encore plus de l'avant avec ce genre d'approche-là. Alexandre? Oui, je me demande ce qui va se passer avec l'économie américaine dans les prochains mois. Personnellement, je suis d'accord avec ce que les Raphaël et Michel ont dit. Aux États-Unis, j'entends beaucoup parler de Capitaine Canada, là, faisant référence Capitaine America, l'espèce de petite figurine américaine. Là. Puis, autour de moi, j'ai entendu parler des tarifs sur l'énergie dans le nord du pays. Ça, c'est ce que les Américains savent des tarifs canadiens ou de ce que la réponse du Canada à l'égard des tarifs américains. Puis, je suis allée voir les derniers sondages avant l'entrevue. Là, 28 des Américains considèrent que les tarifs à l'égard de la Chine à l'égard du Canada sont une bonne idée. Puis, pour la Chine, c'est immensément plus. Donc, les Américains ne sont pas contre l'idée des tarifs. Ils sont prêts à absorber un certain choc économique parce que plusieurs pensent encore que Donald Trump peut vraiment revitaliser l'économie américaine, avoir des sources de revenus grâce aux tarifs. Mais pour le Canada, c'est très, 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 très différent. Les Américains voient encore le Canada comme étant un pays allié. Les Américains savent très bien qu'il n'y a jamais eu beaucoup de demandeurs d'asile ou il n'y a pas beaucoup de fentanyl qui arrivent par la frontière nord. Puis les Américains, en général, ont une opinion très favorable des Canadiens. Donc, il y a vraiment une faible minorité d'Américains qui sont favorables aux tarifs à l'égard des Canadiens. Je me demande comment le narratif de la Maison-Blanche va pouvoir se jouer là-dessus. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre. En fait, on a invité Elon Musk au Pentagone. Donald Trump qui en a profité pour démentir ce qui a été véhiculé par le New York Times. On va aller écouter ce que ça donne. I don't want to show it to anybody. You know, you're talking about a potential war with China, but I certainly wouldn't want, Elon has businesses in China, and he would be susceptible perhaps to that. But it was such a fake story. The New York Times is just as fake as CNN and MSDNC. And anybody read that story, people laughed at that story. Who would do such a thing? Parce que, Michel, ce qui circulait dans cet article du New York Times, c'est qu'on allait partager avec Elon Musk les plans d'une confrontation avec la Chine. Et franchement, il aurait été non seulement inconvenant, mais extraordinairement risqué de donner ça à quelqu'un qui, n'oublions pas, n'est pas élu, n'est pas assermenté à aucune fonction, c'est comme un électron libre dans l'organigramme. Que M. Musk soit briefé au Pentagone parce que j'imagine que l'armée lui a dit voici les endroits que vous devriez pas toucher parce que ils font leurs relations publiques, là. Mais croire que Musk va être briefé sur des plans qui sont théoriques d'une confrontation avec la Chine, qui est normal que le gouvernement américain ait ça dans ses cartons, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de très actif, là. Moi, je crois pas que... je crois que là-dessus, M. Trump a raison. Il n'est pas question, puis c'est pas utile de briefer M. Musk là-dessus. Raphaël? C'est-à-dire que M. Trump a avoué quelque chose qu'il n'avait pas, au meilleur de mes connaissances, vraiment avoué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans ce cas spécifique-ci, s'il y avait eu brefage,
par rapport à des plans hypothétiques, théoriques là, de confrontation militaire avec la Chine, M. Musk se serait trouvé au minimum, aurait risqué de se trouver dans une situation assez claire de conflit d'intérêts. Maintenant, est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ça n'a pas eu lieu? Est-ce que ça avait été planifié? Écoutez, ça va être un débat sans fin, sans fond. Et il y a aussi le débat à savoir, est-ce qu'on devrait, ou jusqu'à quel point on devrait donner de l'accès à M. Musk dans la mesure où c'est vrai que d'un côté, il n'est pas élu, il n'a pas été assermenté à quoi que ce soit, sauf qu'en même temps, le président lui délègue une autorité directe d'aller faire le ménage dans l'appareil gouvernemental. À partir du moment où on lui dit « tu dois aussi faire ça au Pentagone », c'est un petit peu difficile de le faire sans voir les portes qui lui sont au moins partiellement ouvertes. Et il a factuellement, là, une code de sécurité top secret qui n'est pas la plus élevée, mais qui est quand même pas rien non plus. Mais encore une fois, ça n'enlève pas toute la dimension fondamentale des conflits d'intérêts. Donc, on est vraiment dans une zone qui est non seulement grise, mais vraiment pratiquement sans précédent. Là. Conflit d'intérêts parce qu'il a des entreprises qui font des affaires partout dans le monde. Là. Notamment en Chine, SpaceX, Tesla, etc. Oui. Alexandre? Musk n'est pas populaire. 60% des Américains considèrent qu'Elon Musk n'est pas populaire. Même J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a dit la semaine dernière dans une entrevue de mémoire à NBC que Elon Musk avait fait plusieurs erreurs depuis qu'il était conseiller de Donald Trump. Puis, je ne sais pas combien de temps le narratif de Doge, Elon Musk permet une plus grande efficacité du gouvernement va rester. T'sais, le budget des États-Unis, à plus de 70 %, c'est Social Security, Medicare, l'assurance santé pour les personnes âgées, la défense puis les intérêts de la dette. Ça, c'est très difficile à changer. Donc, le reste, c'est vraiment minime. Ce que le gouvernement des États-Unis peut faire pour empêcher la croissance de la dette, empêcher qu'il y ait autant de déficit, si on garde les coupures de taxes que Donald Trump a permises, bien, c'est quasiment impossible. Donc, je ne sais pas combien de temps Doge puis Elon Musk vont pouvoir rester proches du pouvoir américain si, en fait, ils ne sont pas capables de couper le déficit, pas capables de résorber la dette comme Elon Musk l'avait promis. Vous savez qu'il y a une autre solution, Catherine. C'est quoi? Augmenter les tarifs. Oui, bien sûr. Et ça, c'est une solution c'est sa préférée, finalement. Et voilà. Oui, mais est-ce qu'il va le garder longtemps dans son entourage, Michel et Raphaël? Bien, très rapidement, c'est une question... Non, je vais laisser Michel à la Non, allez-y, Raphaël, on ira Michel. Très rapidement, c'est une réponse très franchement impossible à donner sans spéculer. Ce que je mentionnerais, c'est simplement qu'Alexandre a raison de le dire. Il est impopulaire. Et sur la question très précise des programmes qui, effectivement, représentent une énorme partie de la tarte, si on veut, des dépenses fédérales américaines, Social Security, Medicare, Medicaid, des programmes qui sont essentiellement intouchables politiquement. M. Musk, dans les derniers jours, s'est carrément mis le pied dans la bouche en allant déclarer, et là, je le paraphrase, que ces programmes-là, essentiellement, survivaient parce qu'ils étaient exploités par des immigrants clandestins. Ça, je m'excuse. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Peut-être à la marge, mais je vous garantis que l'électeur et l'électrice moyenne aux États-Unis ne voient pas du tout ces programmes-là comme des programmes de gaspillage qui les rend, encore une fois, politiquement extrêmement difficiles à couper, ne serait-ce qu'en partie. Michel, allez-y, rapidement. M. Trump change souvent d'idée, alors il pourrait changer d'idée sur M. Musk, surtout s'il voit des sondages qui montrent que ça nuit à sa popularité à lui. Ouais. M. Trump n'a pas beaucoup de temps pour la popularité de qui que ce soit d'autre. Je vais commencer avec vous, Michel, pour parler de notre prochain sujet. Est-ce qu'on se dirige vers une crise constitutionnelle aux États-Unis où deux pouvoirs s'affrontent, le pouvoir politique, M. Trump, et le pouvoir des juges, des tribunaux? Je commence à penser qu'on est rendu dans un début de crise constitutionnelle. Déjà, M. Trump est allé dire qu'il n'aimait pas une décision judiciaire et qu'on devait lancer une procédure de destitution contre ce juge-là. Le juge en chef lui a répondu « ça ne se fait pas ». Mais à un moment donné, le problème, c'est que les tribunaux n'ont pas de façon de faire exécuter leur jugement. Là. Ils ne peuvent pas appeler la police ou appeler l'armée. Là. Alors, il est relativement facile de lancer le pays dans une crise constitutionnelle en ne respectant pas l'état de droit. Mais après ça, c'est très compliqué de recoller les morceaux. Ça, c'est très dangereux. Alexandre? Oui, puis c'est ce que tous les médias américains se demandent. Le Wall Street Journal, le New York Times, ils sont toujours en train de se demander quand est-ce qu'on va en arriver à une crise constitutionnelle. Le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, Roberts, sort vraiment très rarement en public pour déclarer quoi que ce soit. C'est un statement ou une opinion qu'il avait émise. Il fait vraiment pas souvent ça. À ma connaissance, la dernière fois qu'il l'avait fait, c'était pendant le premier mandat de Trump, quand Trump avait dit qu'il y avait des juges Obama.
puis des juges, Reagan, puis le juge Roberts avait dit que tous les juges des cours fédérales faisaient juste du mieux qu'ils pouvaient, puis qu'il n'y avait pas d'allégeance politique. Définitivement, aux États-Unis, on a la séparation des pouvoirs, là, les checks and balances qui sont mis à mal. Je ne sais pas, ça fait combien de fois que l'administration, que Doge ou d'autres proches de Doge demandent à l'Agence du revenu des États-Unis de lui fournir les noms et les adresses de ceux qui remplissent leur déclaration de revenus en utilisant des numéros de taxes internationaux, pas leurs numéros d'assurance sociale, qui sont finalement presque certainement des migrants non documentés aux États-Unis. Puis l'Agence du revenu des États-Unis dit toujours non, 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 c'est criminel, on ne pourrait pas remettre ces numéros-là, c'est les adresses de ces personnes-là, mais la nouvelle commissaire de l'Agence du revenu qui a été nommée par l'administration Trump, elle a dit qu'elle était ouverte à l'idée de remettre les numéros, les adresses des personnes qui n'utilisent pas des numéros d'assurance sociale pour remplir leur déclaration de revenus. Donc, on est vraiment comme dans une nouvelle ère là, où il semble que la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif de la Maison-Blanche qui dit aux fonctionnaires ce qu'ils peuvent ou ne pas faire est constamment remis en question. Donc, c'est un petit peu inquiétant. C'est un jeu dangereux, ça, Raphaël? Oui, on est dans la rhétorique présentement. Ouais. La question, évidemment, est toujours de savoir si concrètement. Où et quand exactement on va passer à l'acte. Et deux choses peuvent être simultanément vraies. C'est-à-dire que d'un côté, M. Trump peut en avoir contre des juges qui sont idéologiquement plus à gauche. C'est une lubie de dire que les juges sont complètement entièrement impartiaux. S'il y a des juges conservateurs plus à droite, il y a des juges également plus libéraux, entre guillemets. Surtout aux États-Unis. Exactement, exactement. Donc, et regardez la liste, c'est pas exclusivement ça, mais en énorme partie, les jugements, les injonctions qui ont été lancées contre l'administration Trump depuis les 2 derniers mois, c'est venu de tribunaux qui étaient dirigés par des juges qui avaient été nommés par des présidents démocrates, ce qui est, entre guillemets, complètement normal. C'est-à-dire que pendant la présidence Biden, dans plusieurs cas, on avait des jugements de juges conservateurs qui allaient contre une administration démocrate. Donc ça peut être vrai d'un côté, tout comme de l'autre. Ça peut être aussi absolument vrai, comme le juge en chef, M. Roberts, l'a souligné cette semaine. Michel y faisait référence il y a un instant, qu'on a plus de 2 siècles de précédents de présidents qui respectent ces jugements-là et qui, s'ils sont en désaccord, font une chose, très simplement, vont en appel. C'est ce que M. Trump fait pour l'instant. Le problème, encore une fois, c'est qu'au niveau rhétorique, il va plus loin que ça. Et j'ajoute ceci très rapidement pour conclure. Dans la dernière semaine, c'est qu'il n'y a pas été simplement question de ce qu'on dit par rapport aux juges. Vous avez eu un certain Steve Bannon, l'ancien stratège en chef de M. Trump, qui est allé déclarer qu'il allait, lui et son équipe, et leur coéquipier, si on veut, diffuser dans les prochains mois un plan pour une autre campagne de réélection de M. Trump en 2028. C'est les conclusions que vous voulez. Oui, absolument. Michel, il vous reste 2 secondes. Vous vouliez ajouter quelque chose? Il y a une constitution aux États-Unis, puis elle dit c'est 2 mandats de 4 ans. Oui, c'est ça, exactement. Mais on voit bien que les choses se ficellent, ou en tout cas en coulisses. Michel, Raphaël, Alexandre, merci, mais on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Merci. Au revoir.